Merci chers auditeurs de rester câblés sur les 106 FM et de recevoir cette émission qui vous donnera goût de renouer avec l'agriculture et de prendre connaissance de notre culture. Docteur Wankiama Pissama, nous avons parlé dans les deux premiers axes de notre thème de ce jour, de l'eau. Oui. On a vu que l'eau était au centre du développement de la vie cellulaire. Les premières apparitions de vie se sont donc faites dans l'eau. Et puis on a vu après, avec l'apparition de l'homme, que l'homme était attaché à l'eau et que ses déplacements, me semble-t-il, étaient dirigés par le grand cours, le fleuve, le Nil. Et donc, quelle est et c'est pour introduire la troisième partie de cette émission qui traite donc de l'apparition de la civilisation. Quel est le rôle que joue l'eau dans l'apparition de la civilisation, aussi bien dans l'apparition de l'homme que dans l'apparition de la vie? L'eau a un grand rôle dans l'apparition des civilisations parce qu'il faut se dire que les civilisations vont commencer à se formaliser à partir du néolithique. Et le néolithique, dans la tradition préhistorique, je veux dire scientifique de la préhistoire, c'est la sédentarisation. Il n'y a pas de civilisation sans sédentarisation. Mais la sédentarisation est conditionnée par l'élevage d'abord des plantes. Donc, on ne peut pas avoir des exploitations, des plantations, et puis se déplacer. Donc, c'est ce processus qu'il y a entre l'eau et l'élevage de plantes qui a fixé les hommes et qui a donc fait naître ce qu'on appelle l'institutionnalisation. Ouais. Et c'est à partir de l'institutionnalisation qu'on a la naissance des civilisations. Donc, l'eau ici joue un grand rôle parce que quand on interroge un certain nombre de mythes dans certaines traditions, notamment chez les Peuls, le dieu suprême sort de l'eau sous la forme d'un bélier avec une calebasse. Vous interrogez la cosmogonie Yoruba, Olorun, Olodumare, lui-même sort de l'eau cosmique. Vous avez la cosmogonie Dogon, dieu d'eau, Ama, et lui-même le Nomo. Le Nomo, c'est l'eau qui donne toute vie. Vous voyez? Vous avez les cosmogonies du Bwiti. Il ne faut pas aller très loin. Déjà, le Bwiti, Bwete, c'est plonger. C'est aller profond. C'est profond dans quoi? Dans l'eau. C'est toujours l'eau. Vous avez toutes nos rites initiatiques qui se passent à travers une barque ou dans l'eau. Vous avez les cosmogonies de Taméri, de Tasseti, ce qu'on appelle l'Égypte pharaonique antique, où on parle du Noun, cette masse grouillante dans laquelle, cette masse aqueuse grouillante dans laquelle il y a toutes les potentialités de vie. Ça fait penser tout de suite à ce qu'on a vu il y a moins 3,8 milliards d'années, où on a une masse aqueuse avec tous les éléments unicellulaires qui avec le temps vont se complexer pour donner les formes de vie qu'on a. Okay. Donc ici, il y a un lien, je veux dire, quasi génétique entre les découvertes scientifiques ou l'explication aujourd'hui scientifique et ce que nos cultures conservent depuis longtemps pour expliquer pourquoi l'homme est, est conditionné par le rapport qu'il a à l'eau. Alors, donc, dans l'apparition de la civilisation, on va voir une sorte d'évolution. On a, pour commencer, la vie, le mode de vie non agraire, et ensuite on va arriver au mode de vie agraire, et puis on arrivera au grand foyer de civilisation. En effet. Que peut-on retenir de ces trois modes? Bon, il faut dire que, et là toujours avec la logique de causalité historique, c'est-à-dire qu'on a bien vu qu'il y a eu des migrations, après les migrations, il y a eu
des adaptations aux différents milieux. Le milieu européen avec la glaciation, l'homme était obligé de vivre dans des grottes, loin de la lumière, loin des bombardements des ultraviolets. Donc il perd la mélanine, il perd la kératine, il a donc les cheveux qui deviennent lisses et il a la peau qui devient blanche. Peut-être expliquer à nos auditeurs, ceux qui nous reçoivent au fin fond de Kingele ou de Chibichos, ce que ça veut dire mélanine. La mélanine est une substance indissoluble qu'on a dans l'épiderme, dans la peau, enfin produit par qui donne la couleur la couleur de la peau. Et tous les êtres vivants à sang chaud ont la mélanine, même les plantes. Maintenant, la différence c'est que il y a de la mélanine qu'on appelle mélanine noire, qu'on appelle eumélanine, qui elle est indissoluble, et on a la mélanine rouge. Mélanine rouge qu'on observe chez même les blancs ou les Chinois, toutes les gens à peau claire qui deviennent rouges au contact du soleil. Donc, en s'adaptant, en étant dans un milieu sans bombardement d'ultraviolet, dans un milieu froid, on a tendance à claircir. C'est cette adaptation qui, pendant près de 40 000 ans, entre moins 80 000 ans et moins 20 000 ans, qui a été un processus phylogénétique, c'est-à-dire une première adaptation qui se transmet par les gènes, qui a donné naissance à l'homme blanc. Et cet homme blanc, aujourd'hui, s'est réadapté parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que les technologies traversent et vont et viennent. Et puis ces processus sont des processus qui correspondent à des aires géologiques. Donc c'est très long. Aujourd'hui, on peut constater qu'on a, on a des transformations génétiques qui sont héritées. Donc c'est hérité de certaines pratiques ou certaines façons de vivre qu'il y avait il y a longtemps. Bon, donc c'est un peu... on ne va pas rentrer trop dans l'expérience parce que ce serait très long, mais c'est simplement pour dire qu'il y a eu adaptation au milieu, et ces adaptations ont conditionné le rapport à l'environnement. Lors de la période donc, de réchauffement de la Terre après la glaciation, les populations qui ont subi la glaciation en Europe, les populations noires devenues blanches, sont allées s'installer dans ce qu'on appelle le Caucase. C'est pourquoi on dit que les blancs sont caucasiens, c'est-à-dire en Asie. Et après la glaciation, il y a ce qu'on appelle la naissance des steppes. C'est des faunes arides, des flores arides. C'est des arbustes, c'est des cailloux, et c'est très froid. Ça a empêché que les populations devenues blanches puissent se fixer. Elles ont continué donc à être nomades. Parce que le froid les avait enfermées dans les grottes. Après le froid, c'était toujours très froid, mais la nature était aride. Donc, elles ont continué à être nomades. Les populations, par contre, restées à Kemet et sur le continent, n'ayant pas subi la glaciation, ont eu le temps de maîtriser leur environnement et de comprendre le lien qu'il y a entre l'eau et l'existence. C'est pourquoi les premières traces d'agriculture ne sont pas en Asie, mais dans la zone égypto-nubienne avec la production de l'orge. Notamment dans le courrier de l'UNESCO daté de... Il faut que je me rappelle la date, je n'ai pas emmené tous mes éléments. Voilà. Nous avons la domestication des animaux qui datent dans la vallée du Nil, datant de à peu près moins 10 000 ans. Donc, on est déjà dans la période néolithique. Et la domestication des plantes qui datent quasiment de moins 15 000 ans. Vous voyez? Donc, moins 15 000 ans, on a les plus anciennes traces de céréales, le sorgho. Non, l'orge. L'orge plutôt. Et l'orge, on sait que c'est un gros mil, en fait. C'est du mil qui est un peu plus gros. Vous voyez? C'est au sud de l'Égypte, quasiment au nord du Soudan. Vous voyez? Donc, ça fait que ces populations ont compris que pour pouvoir entretenir une masse grouillante d'individus, ce ne serait pas la prédation qui sera la solution. Parce que la prédation, en force de prélever ce qu'il y a dans la nature, et la nature ayant son propre cycle, on finit par être en pénurie. Ça poussait au cannibalisme à une certaine époque. Donc, l'agriculture devient en fait l'élément qui introduit la civilisation. On arrête de manger son semblable parce qu'on peut domestiquer la plante. Et en domestiquant la plante, on peut domestiquer l'animal qui mange la plante. Donc, l'agriculture implique l'élevage des animaux. Donc, et ça répond à tous les besoins du corps.
L'élevage et l'agriculture ne sont pas dissociables. L'élevage et l'agriculture ne sont pas en contradiction. Et ici, ça jette justement un nouveau débat sur les traditions ethnologiques, anthropologiques, sociologiques et historiques qui parlent des peuples agricoles en face des peuples d'éleveurs. Comme si c'était deux choses différentes. Vous allez dans n'importe quel village du Gabon, peuple dit agricole, vous allez trouver qu'à côté de la plantation, on a un petit enclos d'élevage. Donc, expliquer comment le fait d'avoir élevé des animaux fait de ça une ethnie différente de celui qui élève des plantes. Parce que dans les deux cas, on élève quelque chose. Merci donc, Dr Wonkiama Pisama Mambundu. On rappelle que vous êtes universitaire, enseignant à l'université Omar Bongo et que vous étiez avec nous dans le cadre de cette émission. Vous le serez assez souvent puisque vous êtes notre consultant. Dans le cadre de cette émission, nous avons débattu de la Genèse avec trois grands axes: l'apparition de la vie sur Terre, l'apparition de l'homme, l'apparition de la civilisation. Quelle conclusion peut-on faire de cette thématique? La conclusion, c'est donner une esquisse de ce qu'on va appeler les foyers de civilisation. Nous avons compris que Kemet a connu la sédentarisation avant les autres espaces. Donc, cette civilisation est née dans la vallée du Nil. Parce qu'on a compris que l'homme est né dans la vallée du Nil, l'homo sapiens sapiens est né dans la vallée du Nil, sachant qu'à cette époque, on va dire la majeure partie de ce qu'on appelle les zones de forêt étaient des zones de forêt denses. Donc l'homme les sites archéologiques font foi de cela. Les plus grands gisements humains se trouvent autour des zones de forêt. Ça voudrait dire que l'homme est rentré dans la forêt tardivement. Deuxième élément, c'est que la civilisation est née de l'agriculture, c'est-à-dire de l'élevage des plantes, de l'élevage des animaux et de la domestication des plantes et des animaux et de la capacité à transformer l'environnement par la pierre de taille. Il faut savoir que les plus anciens vestiges civilisationnels se trouvent actuellement au Soudan. Le Soudan, c'est bien dans la vallée du Nil. C'est-à-dire que archéologiquement, nous avons les plus anciennes bâtisses humaines, c'est-à-dire des cités humaines en pierre de taille, dans les sites de Kostoul, de Kerma, de Semna, au Soudan, et de Abydos, c'est-à-dire Abdou, Abydos, Neken, c'est-à-dire Hierakonpolis, et Tinis en Égypte. Donc la civilisation est née en Égypte antique et au Soudan antique, enfin au Soudan antique, ensuite en Égypte antique, par des populations autochtones de type mélanoderme à partir de l'agriculture, la pratique de l'agriculture. Ça fait naître pour des besoins pratiques la géométrie, à cause des crues du Nil. La géométrie est née de la pratique agricole, dans le besoin de pouvoir répartir les terres de façon équitable. Dans la vallée de l'Euphrate, nous avons la population qu'on appelle la civilisation sumérienne. Et la population sumérienne, les Sumériens s'appelaient les têtes noires. Donc les assyrologues sont tous unanimes pour dire que les Sumériens n'étaient ni indo-européens, c'est-à-dire ni caucasiens, ni sémites, donc arabes, juifs et autres. Mais ils n'avaient ni la langue sémite, ni la culture, ni la tradition. Ils étaient évidemment noirs, puisque eux-mêmes s'appelaient les têtes noires. Ensuite, nous avons dans la vallée de l'Indus, daté de moins 2500 ans par là, nous avons les civilisations de Mohenjo-Daro et d'Arapat, qui sont des civilisations noires. Vous savez que Hindi dérive du mot Vindi. Et Vindi, ça veut dire noir, enfant. Et Vindi, Vinda, Pinda, Hindi, ça veut dire aussi noir. Et enfin, nous avons les civilisations de l'Iseneïse, c'est-à-dire les civilisations caucasiennes, aujourd'hui dans ce qu'on appelle la Mongolie, dans la vallée fluviale de l'Ienisseï, qui sont des populations nomades, de type, dont la caractéristique s'appelle Kourgan, qui ont migré de l'Asie vers l'Europe. Les Européens actuels sont d'origine asiatique.
d'un point de vue culturel et civilisationnel. Voilà. Merci donc, docteur Wonkiama Pissama Mamoudou. Rappelons que vous êtes enseignant à l'université Omar Bongo, secrétaire général du Laban, et que vous étiez avec nous ce jour dans le cadre de cette émission Renaître, qui est une émission agroculturelle et produite le samedi lorsqu'il est 9h jusqu'à 10h pour débattre de la thématique Genèse de l'agriculture, de la vie, genèse de la vie, devrais-je dire. Et avec vous, nous avons parlé de l'apparition de l'homme, l'apparition de la civilisation, mais également l'apparition de la vie sur Terre. On rappelle à nos chers auditeurs que l'émission est disponible sur la page Facebook. Il vous suffira de taper Renaître ou d'aller sur le site La Forêt des Abeilles. La prochaine émission, ce sera samedi prochain. Elle aura pour thème Gros Plan sur Kenneth. Mais avant de nous dire au revoir, Monsieur Manfumbi. Oui, juste pour ajouter que les informations qui ont été débattues, abordées au cours de l'émission, c'est vraiment un survol. Et nous avons un centre culturel qui anime, qui présente des cours plus approfondis pour acquérir donc des informations plus détaillées sur toutes les thématiques abordées au cours de nos émissions. C'est le CEDIC, le centre culturel La Voix de l'Oué, qui est situé au niveau du charbonnage, à l'échangeur de charbonnage, et qui répond au numéro suivant 02 03 25 47 03 25 47, et c'est tous les samedis après-midi au niveau du charbonnage pour, n'est-ce pas, des cours approfondis de civilisation et de langue africaine, on va dire, mais plus précisément kamite. Voilà. Merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette aventure. De l'autre côté de la baie vitrée, Yves nous accompagnait pour la technique. Devant ce micro, je suis Mwantibal, votre humble serviteur. À la supervision technique, il y avait Freddy Toutoum. Et surtout, retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 9h à 10h. Et n'oubliez pas, Gros Plan sur Kenneth, c'est le titre. Kemet, c'est le titre de notre prochaine émission. Merci et passez une excellente journée en compagnie des programmes de Radio Campus.
Marie,